que les enfants, de l'école Sainte-Clotilde d'Issy-les-Moulineaux, de 2 classes de CM2 vont s'installer. On a encore une petite écoute de témoignages d'enfants ayant vécu des auditions amiables. Ça dure 2 minutes. Et les enfants qui ont témoigné auprès de Lorraine n'ont pas pu témoigner oralement. C'est-à-dire que leurs audios ont bien été enregistrés pour le documentaire dont Lorraine vous a parlé, mais les parents n'ont pas souhaité que leur voix soit diffusée au colloque. Donc ce sont d'autres enfants qui ont enregistré les retranscriptions partielles de leurs témoignages. Hop. Donc les enfants, Cécile, vous pouvez vous installer pendant l'écoute si vous le souhaitez. Vous allez entendre dans ce podcast une série de témoignages qui ont été recueillis auprès d'enfants ayant bénéficié du service d'audition amiable au Québec. Leurs parents n'ayant pas accepté qu'ils soient enregistrés, de jeunes comédiens ont interprété leurs réponses. Mes parents m'ont dit tous les deux « Tu peux parler à cette personne en toute confiance ». Je ne savais pas vraiment. Mes parents m'ont dit que cet entretien allait m'aider. C'est à cause du projet de déménagement de ma mère à 150 km de distance de la maison de mon père. Des problèmes avec la copine de mon père et mes parents ne se parlaient pas. Pour comprendre pourquoi je ne veux plus me rendre chez mon autre parent. Pour que je parle à une personne neutre. Un conflit entre mes parents au sujet de mon école. J'avais plus de contact avec ma mère depuis 2 ans et mes parents voulaient savoir le pourquoi. Très sympa. C'était bien. Parler à une personne qui t'écoute, c'est vraiment rare. L'auditeur m'a mis à l'aise. J'ai vraiment aimé la rencontre, c'était amical et super sympa. C'est rare que tu puisses exprimer ce que tu veux. La confidentialité, c'est top. Utile pour m'aider à parler à mon père. Cela m'a aidé à préparer mes mots à dire à mes parents. J'aurais aimé revoir l'auditeur. Une fois, ce n'est pas suffisant. Utile pour diminuer ton stress de parler. Cela m'a permis de comprendre ce que je ressentais et ce que je voulais. Enfin, une personne qui te dit que tu as le droit de t'exprimer. J'ai pu reprendre une communication avec ma mère. Ça fait du bien. C'est bon de voir l'enfant seul d'abord, puis de le voir avec ses parents, car cela lui donne de la confiance. Cela a aidé mes parents à m'écouter et à se parler. Aidant pour calmer mes parents. Mes parents ne se disputent plus devant nous. Cela me fait en sorte que tes parents sont vraiment au courant de tes besoins. Je suis plus capable de parler avec mes parents. La communication avec ma mère est parfaite. Ce serait bien de pouvoir revoir l'auditeur si j'en ressens le besoin. Par exemple, lui téléphoner sans passer par mes parents. L'humanité doit donner aux enfants ce qu'elle a de meilleur, nous disait Eglantine Jebb, autrice de la Déclaration de Genève de 1924, la première déclaration qui a reconnu des droits spécifiques aux enfants au niveau international. Janusz Korczak, lui, le père spirituel de la Convention des droits de l'enfant, qui a porté les droits participatifs qu'elle est venue consacrer, disait « L'enfant ne devient pas un homme avec un grand H, il en est déjà un ». Et pour reprendre les mots des enfants que j'ai eu le grand privilège de rencontrer pendant les ateliers de préparation à cette table ronde, les enfants sont des êtres humains qui méritent d'être respectés.
Ils ont des choses intéressantes à dire. Ils ont d'autres opinions que les adultes et se posent des questions que les adultes ne se sont parfois jamais posées. Les idées des enfants peuvent aider les adultes. Demain, nous serons adultes et ce sera à nous de décider. C'est dans cet état d'esprit et cette perspective que je suis extrêmement honorée d'ouvrir cette table ronde et d'accueillir nos jeunes invités. Ce sont 6 porte-paroles de 56 enfants, 2 classes de CM2 de l'école Sainte-Clotilde, qui ont travaillé avec un engagement, une motivation absolument incroyable depuis le mois de septembre, accompagnés par leurs 2 enseignantes géniales, Emmanuelle Nunes et Julie Vallée, et sous l'écoute attentive et bienveillante de la directrice, Madame Communier. Je vais vous laisser vous présenter, les enfants. Bonjour, je m'appelle Aloïse et je suis en CM2. Bonjour, je m'appelle Elsa et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Socaras et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Gabriel et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Hugo et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Clotilde et j'ai 10 ans. Alors, dans cette table ronde, nous entendrons aussi la voix d'adolescents, un groupe d'adolescents, de 12 adolescents entre 15 et 17 ans, qui se sont également retrouvés à plusieurs reprises pour partager, discuter de leur expérience, leur vécu, leur ressenti, de la manière dont leurs paroles étaient prises en compte ou pas, ou peu, notamment dans leur environnement scolaire et à la maison. Ils ont été accompagnés par Anne-Marion de Cailleux dans plusieurs ateliers et à travers un PowerPoint, on entendra leur voix parce qu'en raison de leur obligation scolaire et qu'ils n'ont pas souhaité enfreindre, ils ne peuvent pas être là avec nous physiquement aujourd'hui. Donc on va commencer par la première partie de la table ronde avec nos jeunes invités qui vont vous partager toutes les réflexions, les débats qu'ils ont pu avoir pendant les ateliers de préparation qu'ils ont menés et au cours desquels ils ont réfléchi à la place de leurs paroles dans leurs différents environnements de vie, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, mais aussi dans leur communauté, leur pays, et dans les activités de loisirs. Donc, ils ont préparé un petit PowerPoint qu'ils vont vous présenter. Alors, moi, j'ai choisi exister parce que si on n'a pas d'identité, on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller à l'école et on ne peut pas faire des activités sans avoir d'identité. Et j'avais choisi un deuxième droit et c'était rigoler, s'amuser. Et si on rigole pas, on ne peut pas être de bonne humeur. Et il faut s'amuser parce que sinon on ne peut pas être joyeux, rigoler avec les copains, avoir plein de copains, plein d'amis. Et voilà. Alors, moi j'ai choisi avoir une vie privée parce que parfois on a des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer, ni on n'a pas envie de dire aux autres ce qu'on a, par exemple quand on est malade. Et aussi avoir des différences, parce que sans différence, le monde ne serait pas aussi beau aujourd'hui. Moi, j'ai choisi le droit d'être respectée, parce qu'en classe, on a fait un sketch, et il y a des élèves qui ont montré leur copie à leur maman, et la maman, elle nous a dit non, tant que vous n'aurez pas 21 sur 20, vous ne pourrez pas regarder de film, alors qu'elles étaient en train de se vernir les ongles, de regarder sur leur téléphone. Et les élèves, ils étaient là, oh non, on est encore obligé de mettre à la table, alors que les adultes, ils n'ont rien de faire. Et aussi, on a le droit d'être respecté, on a le droit d'avoir des difficultés. Et après, avec notre classe, on a fait un sketch sur l'égalité des filles et des garçons. Donc au début, il y avait des garçons qui jouaient au rugby, et après, il y a des filles qui veulent jouer, et en fait, ils refusent. Et après, ils vont le dire à leur maîtresse, et leur maîtresse les fait jouer, et à la fin, ils gagnent. Voilà. Moi, j'ai choisi pourquoi écouter l'enfant. J'ai mis à certains moments, mais pas toujours, parce que parfois, les enfants, ils ont le droit aussi de donner leur avis pour, par exemple, partir en vacances.
et les parents ils peuvent prendre en compte ce qu'ils disent. Et j'ai choisi effet de l'écoute et aide à résoudre les problèmes parce que quand on écoute les enfants, après ça aide, on a plus confiance en les adultes et ça aide à résoudre des problèmes. Moi, j'ai choisi pourquoi c'est important d'écouter les enfants. Quand ils sont en train de se présenter devant des délégués, des exposés, ou quand ils sont dans une table ronde, parce que c'est aussi des humains. J'ai choisi aussi situation ou cas où on écoute les enfants. C'était quand ils font les exposés ou des représentations devant des personnes. À l'atelier 2, on a fait des bonhommes où, par exemple, là, c'est la famille. Et comment notre parole est écoutée dans notre famille. Mes frères et sœurs, ils m'embêtent tout le temps. Et je trouve que c'est pas juste parce que moi, j'ai envie d'être tranquille. Mais mon frère, il sait pas quoi faire, alors il vient m'embêter. Juste pour m'embêter. Et après, comme il voit que moi, j'essaye de pas réagir, il va embêter mon frère, puis ma mère. Et ça devient énervant. Du coup, moi, je trouve que c'est important de respecter les droits de tranquillité de chacun. Moi aussi, pour mes frères et sœurs, j'ai choisi ils ne m'écoutent pas. Parce que quand je leur parle, parfois ils font comme s'ils ne m'entendaient pas ou ils font pas ce que je leur demande. Alors, dans la famille, vous avez aussi parlé de la manière dont votre parole était écoutée, entendue par vos parents. Alors, moi, mes parents sont exigeants avec moi. Par exemple, moi, j'ai pas envie d'aller dans un collège. Mon père veut que j'aille dans un collège. Et voilà. Alors, mes grands-parents, alors parfois à table, ils ne parlent qu'entre eux, de choses qu'on ne comprend pas forcément, comme de politique. Et vu qu'en fait ils ne se voient pas souvent, et du coup ils en profitent pour un peu débattre à table de la politique. Et puis après ils nous disent vous parlerez après, sauf qu'après on parle jamais. Donc, Et moi, dans la famille élargie, j'avais choisi les différences d'âge. Parce que, par exemple, moi, dans ma famille, j'ai un grand cousin qui a 18 ans et un cousin qui a 5 ans. Et donc, du coup, parfois, en fait, ils se parlent quasiment jamais. Et moi, j'aimerais bien qu'ils se parlent entre eux. Donc après avoir réfléchi à la façon dont la place qui était donnée à leurs paroles dans la famille, donc que ce soit avec leur fratrie, avec les parents, la famille élargie, les grands-parents, ils ont aussi réfléchi à la manière dont leurs paroles étaient prises en compte ou pas, à la place qu'elles prenaient à l'école. Les autres élèves, déjà dans l'école, c'est bien de se respecter entre nous. Les élèves, on doit se respecter dans l'hygiène et dans le langage. Et voilà. Mes amis, moi je trouve que vraiment, pour moi c'est vraiment le truc le plus important de ce que je dis. Mes amis, c'est vraiment, on n'est pas obligé de jouer avec elles, mais à une récré on peut pas jouer avec elles et à l'autre on peut jouer. C'est aussi important de jouer avec tout le monde, mais sans être obligé, forcé de jouer avec elles. Décider de voter pour choisir, on va pas faire des votes parce que sinon, c'est toujours la majorité qui gagnera. Et du coup, les gens ils sont toujours pour le lutin, et moi je suis pour le dodgeball. Et du coup, je gagne jamais. Et on peut pas jouer au dodgeball. Et ce n'est pas facile de choisir, ça c'est vrai. À la cantine, je ne suis pas obligée de finir et j'ai le droit de demander plus.
En fait, c'est que pour certaines personnes, par exemple, on n'aime pas le blé, mais on a mangé ce qu'il y avait à côté, par exemple du cordon bleu. Et après, on nous dit, ah oui, mais vous devez manger un peu de blé. Du coup, on mange un peu de blé, sauf qu'après, il n'y a plus de reste de cordon bleu pour nous. Et puis parfois, il y a un peu de favoritisme entre les petits et les grands. Par exemple, les petits, ils ne sont pas obligés de finir leur ratière, mais les grands aussi. Et aussi, même entre les CM2, moi je trouve qu'entre les CM2, même, ils disent bon, toi t'es pas obligé, mais toi t'es obligé. Et quand on a fini, bon, désolé, il n'y en a plus. Maintenant, par rapport à vos enseignants, enseignantes, maîtresses. Parfois, pour les dates d'évaluation, si par exemple quelqu'un n'avait pas noté l'évaluation, la maîtresse elle choisit de la reporter et on peut choisir si c'est lundi ou mardi par exemple. Mais par contre, on ne peut pas choisir pour les devoirs. Voilà. Ce qui ressortit, c'est que de temps en temps, vous aimeriez bien avoir le choix, dans la limite de ce qui est possible. Donc, force de tous les discussions, les débats qu'ils ont eus autour de toutes ces thématiques, donc ils ont retracé tout ce qu'ils ont vécu dans les ateliers. Dans le premier atelier, ils ont dressé leur liste des droits de l'enfant. Ils ont réalisé des sketchs sur des droits qu'ils ont choisis, en exprimant comment ils les ressentent, comment ils les voient, comment ils les vivent, ces droits-là. Et puis ensuite, ils ont, alors le PowerPoint compliqué que vous avez vu, c'est une carte mentale. Ils ont répondu à un questionnaire dans lequel ils ont été interrogés sur d'abord, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il existait un droit à la parole, un droit pour les enfants de donner leur opinion et d'être pris en considération. On était à peu près à moitié-moitié. Moitié de la classe connaissait, les autres non. Et puis ensuite, ils ont parlé des situations dans lesquelles pour eux, il était important qu'on écoute leur voix, qui devait écouter et comment, qui devait les écouter et comment. Donc c'était les 2 cartes mentales, c'était les résultats de toutes leurs réponses au questionnaire. Et puis ensuite, ils ont travaillé effectivement avec des petits bonhommes où ils se sont interrogés dans leurs différents espaces de vie, à la famille, à l'école. Ils ont aussi réfléchi sur la communauté, leur pays, et puis dans leurs activités de loisirs, comment leur parole était prise en compte. Et puis le dernier atelier a consisté, avec tout ce qui a été discuté, quelles propositions, en tant qu'enfant, on peut faire aux adultes présents ici, aux professionnels, aux adultes que nous sommes, pour essayer de nous aider à améliorer nos pratiques et mieux prendre en compte votre parole. Donc, dans cette dernière partie de présentation, ils vont vous présenter les propositions qu'ils ont élaborées et qu'ils vous soumettent aujourd'hui. Mes frères et sœurs, écoutez autant toute la fratrie, c'est important parce que si on écoute que ma sœur ou mon frère, par exemple, moi, dès que je prends la parole, oui, aujourd'hui j'ai fait ça, et mon frère, il va enchaîner sur ah oui, mais moi aussi, et ça c'est dans le cas de Mathieu. Sa sœur, elle prend la parole tout le temps, et du coup, lui, il peut jamais parler. Des règles justes pour tous, sans toujours prendre en compte l'âge. Par exemple, des règles justes, faut que, par exemple, moi, mon frère, quand il était en CM2, il se couchait plus tard que moi, alors que moi, j'ai pas le droit de me coucher plus tard. Du coup, moi, je trouve pas ça juste. Et voilà. Respecter les besoins de chacun, tranquillité, c'est un peu comme mon frère et ma sœur, ils m'embêtent, et voilà. Respecter les temps d'écran de chacun. Moi, mon frère, il prend toujours la tablette, et moi, j'ai jamais le droit. Comme il se couche plus tard que moi, à la fin, il a le droit d'en faire plus que moi. Et moi, j'en ferai presque jamais. Et ma mère, elle dit, bon, allez, toi, tu fais 30 minutes, puis après, tu passes à ta sœur. Mais en fait, il dit, je peux finir ma partie. Donc, ma mère, elle attend. Et après, il dit, mince, j'en ai recommencé une autre. Donc, c'est un peu énervant quand mes frères et mes sœurs prennent toujours la tablette. Demander notre avis avant des grandes décisions. Des grandes décisions. Moi, ils m'ont demandé mon avis quand j'allais déménager, si j'aimais bien ma maison, quelle couleur tu voulais ta chambre, et voilà.
Après, écoutez-nous un peu plus de souplesse. C'est les adultes, pour moi, ils devraient nous écouter un peu plus dans des conversations familiales. Respectez-nous nos choix, nos habits. On a le droit d'aller à l'école avec un bon matériel. Et laissez-nous nous exprimer nos émotions. Pour nos opinions, on a le droit d'être triste et ils ne doivent pas le sentir mal. Alors, mes grands-parents, passer plus de temps avec eux, vu qu'en fait, parfois on habite loin, et on passe moins de temps avec eux. Prendre en compte nos idées dans le choix des jeux, en fait, c'est que, par exemple, vu que mon petit frère il est plus petit, je dois faire des jeux adaptés à son âge et pas au mien. Du coup, pour moi, ces jeux ils sont un peu trop faciles. Et puis quand il veut jouer au mien, soit ça lui plaît pas, soit c'est un peu trop compliqué. Vérifier que la conversation soit adaptée aux enfants, donc la politique, ça ne convient pas trop. Nous prévenir des choses importantes comme la maladie. Parfois, ils croient bien faire pour pas nous inquiéter, mais en fait, c'est qu'on verra toujours qu'il y aura un truc qui va pas. Du coup, nous prévenir, même si c'est pour de bonnes intentions. Ma famille élargie. Respecter les envies de chacun, non, c'est pas moi. C'est votre classe. Ma famille élargie. Respecter les envies de chacun. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et s'il veut jouer à chat, qu'il joue à chat avec des autres groupes et on ne va pas l'obliger à toi tu fais ça, on ne va pas lui donner des ordres. Pouvoir confier ses émotions, on a le droit de confier des émotions à nos amis, à nos maîtresses et aux adultes, mais on doit pouvoir les faire confiance. Intégrer les enfants dans les discussions des repas des familles. Je ne sais pas si vous avez des conseils de famille, mais nous, on n'en a pas. Et c'est normalement dans le repas qu'on parle de qu'est-ce qu'on va faire demain et de toutes les choses. S'organiser pour que les adultes trouvent un moment pour parler avec les enfants. On peut avoir un petit conseil de famille ou 5 minutes avant de se coucher et on peut leur parler si on est triste et leur confier nos émotions. Alors maintenant, ils vont partager leurs propositions par rapport à la place de leur parole à l'école. Par exemple, pour autres élèves, c'est donner la parole aux élèves à travers des débats. Quand on fait des débats en classe, respecter la parole de chacun parce que, par exemple, pas réagir en coupant la parole ou pas donner tout le temps la parole à la même personne. Respecter les autres même si on ne les aime pas forcément. S'il y a une personne qu'on n'apprécie pas, lui parler gentiment et pas... Quand il vous dit bonjour, pas lui dire laisse-moi, je t'aime pas, ou juste lui dire bonjour aussi, mais on n'est pas obligé de devenir meilleurs amis. Pourquoi exprimer nos émotions quand on est victime de vol? Rechercher des solutions justes. Parfois, quand quelqu'un nous vole une affaire ou quelque chose comme ça, les adultes ils peuvent dire c'est pas grave, c'est qu'un stylo, quelque chose comme ça. Mais on a envie d'exprimer ce qu'on ressent. Et choisir des solutions justes, par exemple, je sais pas trop comment expliquer, mais... Et dans la chose d'avant, ça peut coûter cher pour nous, le stylo qui a été perdu. Et ne pas se moquer ni exclure un élève pour son apparence physique, sa religion, etc. C'est pas parce que quelqu'un a une différence avec nous qu'on doit l'exclure. Justement, par ces différences, on peut trouver des points communs ou des choses comme ça pour devenir amis avec lui.
mes amis, donc ne pas être toujours obligé de jouer avec les autres. Donc on est libre de faire ce qu'on veut. Donc c'est la même chose que la 4e phrase. Et ben c'est respecter la liberté de chacun. S'entraider, s'écouter et pouvoir se faire confiance entre amis. C'est-à-dire que par exemple, si on veut confier un secret, et ben on lui fait confiance. Et si après il va le dire à tout le monde, et ben c'est pas très gentil. Ne pas se moquer, ne pas juger et être jugé. Donc, par exemple, imaginons, il y a quelqu'un qui vient en classe et il tombe dans une flaque d'eau. Et faut pas se moquer ou le juger juste parce qu'il est tombé sur une flaque d'eau, puisqu'il est maladroit, peut-être. Et donc, voilà. Et respecter la liberté de chacun, c'est ce que j'ai dit au début. Alors maintenant, vos propositions à propos de l'établissement, l'école en elle-même. L'établissement, choisir 1 ou 2 sports dans l'année en fonction de ce qui est possible. Parce que souvent, notre prof de sport, il choisit les sports à l'avance, mais nous, ça ne nous plaît pas forcément. Donc par exemple, quand on fait un cours de sport, il peut nous proposer des choix de jeux qu'il a envie de faire. Et on vote ou on choisit. Créer un tableau avec les idées pour les réunions du délégué, c'est créer un tableau pour que chacun puisse exprimer ses envies pour l'école et redéfinir les règles en tenant compte des idées et des besoins des enfants. Par exemple, à la cantine, quand on demande à faire quelque chose, le dire pour que ça améliore, parce que nous on sent pas vraiment, parce que nous on n'aime pas trop commencer par exemple à la cantine. Et maintenant, vos propositions par rapport aux maîtresses. Maîtres et maîtresses. Écouter et comprendre tous les enfants qui ont fait une bêtise avant de décider de punir. Et par exemple, s'il y a quelqu'un qui, sans faire exprès, a fait un croche-patte à un autre élève, et la maîtresse, au lieu de directement le punir, elle peut lui demander s'il a fait exprès ou pas et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il lui fasse un croche-patte. Et comme ça, pour être sûr de ne pas punir pour rien, juste parce qu'il n'a pas fait exprès de faire un croche-patte. Et des fois, il y a la maîtresse, elle se retourne et elle voit tout le monde qui parle, mais elle punit que 2 élèves. Et moi, je trouve que c'est pas juste. Ouais. Oui. Donner parfois aux élèves le choix dans les apprentissages. Donc, par exemple, s'il y a 2 leçons, par exemple, sur de la conjugaison, par exemple, nous laisser choisir par quoi on commence. Voilà. Permettre aux enfants de participer à la vie de classe à travers les responsabilités. Par exemple, faire en sorte que tout le monde puisse participer pour aider les autres, par exemple, ou pour que la classe se passe bien. Être amical et mettre à l'aise les enfants pour qu'ils osent s'exprimer. Donc par exemple, s'il y a un enfant qui a très très peur, puisque je sais pas, peut-être parce qu'il a sauté une classe, du coup tout le monde est plus grand que lui, et faut lui dire que c'est pas grave s'ils sont plus grands que lui, il peut quand même s'exprimer. Voilà. Comme dans les poésies. Un grand merci à nos invités pour leur présentation. Et vous avez ici la photo de tous les enfants qui ont très, très activement participé aux ateliers de préparation. Ça, c'est la première classe, avec toutes leurs signatures. La deuxième classe, avec la signature, et la directrice et les super enseignantes qui les ont accompagnés. Alors, avant de donner la parole au public pour les questions, on va maintenant donner la voix aux adolescents qui, comme je vous dis, n'ont pas pu être là parmi nous aujourd'hui, mais qui ont préparé ce podcast dans lequel ils nous partagent à la fois leurs préoccupations et à la fois leurs propositions pour changer des choses pour un monde plus à l'écoute des enfants et des adolescents. Et alors surtout, un immense merci à Cécile Janin de l'Académie internationale des droits des enfants pour avoir conçu
pour avoir conçu ces ateliers pédagogiques fantastiques qui ont permis de travailler très efficacement et très intelligemment. Merci beaucoup, beaucoup aux maîtresses Emmanuelle, Julie et Ariel pour avoir tout dirigé. Merci aux enfants. Et merci à Sarah Dias qui a monté le PowerPoint à partir des différents éléments, qui a été d'une aide assez extraordinaire plus généralement sur ce colloque et qui est en régie, qui veille au Zoom. Donc, j'ai réuni à 3 reprises des adolescents de première dans un lycée de région parisienne. Et figurez-vous qu'ils sont en première, c'est la première année qu'ils ont des épreuves du bac. En conséquence de quoi, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas sécher les cours ce matin pour venir au colloque, tellement la pression qui pèse sur eux est forte. Donc, on a également préparé un PowerPoint et ils ont enregistré le texte du PowerPoint, certaines d'ailleurs, avec leur voix, et les voici. Bonjour, voici la restitution de nos travaux pour le colloque de CLIA, pour que notre voix compte, grâce à vous. Nous sommes 12 adolescents, entre 15 et 17 ans. Nous venons du même lycée, et ont participé à 2 ateliers en septembre et en octobre. On a réfléchi à nos droits, à ce qui marche ou pas au lycée, dans nos familles et dans la société. Notre mission était de dire ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et de proposer des idées pour que les jeunes soient vraiment écoutés. La Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'on a le droit d'exprimer notre opinion, d'être entendu, d'avoir accès à l'information. Mais dans la vraie vie, on a souvent l'impression que ces droits restent sur le papier. Alors, on veut que la parole des enfants et des ados devienne une habitude, pas une exception. Au lycée, on nous parle souvent comme si on avait 10 ans. On nous colle pour tout, un oubli de carnet, 3 minutes de retard ou juste un mot de travers. Une amie a été collée parce qu'elle parlait à sa voisine alors qu'elle l'aidait à ramasser un parapluie. Le problème, c'est qu'on ne nous écoute pas sur les raisons. On nous punit, point. On entend des réflexions humiliantes. Ma saucisse, tu ressembles à une calculette ou ta moyenne, c'est ton futur salaire. Ce genre de phrase, ça reste. On ne demande pas des profs parfaits, juste du respect et de la considération. Au lycée, on est tenu en laisse. En seconde, on pouvait sortir librement. Maintenant, il faut attendre qu'on ouvre la grille. 3 minutes pour traverser le lycée et sortir. Si tu rates, t'es bloqué. Ce que nous voulons, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous apprenne l'autonomie au lieu de la bloquer. Les notes, c'est souvent décourageant. Les copies sont rendues du pire au meilleur, tout le monde regarde. Et les remarques, tu n'as pas d'avenir. Sérieusement, on aimerait que le lycée serve à nous aider à progresser, pas à nous classer. Parcoursup, c'est du stress pur. On a l'impression que notre avenir se joue à pile ou face. Les réformes tombent sans explication, comme le bac de maths sorti nulle part. On veut juste être consulté, qu'on nous explique les raisons, qu'on nous implique. L'orientation, c'est flou. Peu de vrais conseils, peu d'écoute. On nous force à réussir, mais on n'a pas les matériaux pour y arriver. On veut comprendre les filières, pas choisir à l'aveugle. On veut qu'on nous aide à construire notre chemin. À la maison aussi, les décisions sont souvent prises sans nous. Orientation, religion, activité. On comprend que les parents guident, mais parfois, ils imposent. On aimerait juste être consulté. Pas pour tout décider, mais pour être entendu. D'abord, plus de dialogue. Former les adultes à la communication respectueuse. Créer un temps de discussion avant toute sanction. Et alléger les emplois du temps. On est humain, pas des machines. Exemple, en Autriche, pas de cours le samedi. Le vendredi est dédié au sport. Pourquoi pas ici ? Former les délégués, leur donner un vrai rôle. Mettre en place des sondages, des conseils de jeunes réguliers avec des vrais votes à bulletin secret. On veut que les heures de vie citoyenne servent à quelque chose, pour de vrai. Avant d'imposer des réformes, consultez-nous. On a des idées, on comprend les enjeux, on veut participer. On veut être partenaire, pas spectateur. On demande le droit à l'erreur. Valoriser la progression, pas la perfection. Que les premiers devoirs servent d'essai, pas de sanction. Et qu'on arrête les comparaisons publiques. On veut apprendre à raisonner, pas à réciter. Expliquez-nous le programme, les débouchés.
aidez-nous à faire des choix éclairés. Et quand une réforme arrive, parlez-en avec nous. On veut comprendre, pas juste subir. Notre parole n'est pas une menace, c'est une ressource. Dans la famille, au lycée, dans la société. Informer les parents sur notre droit à l'opinion. Encourager la médiation et la discussion. Dans la société, créer un conseil national des jeunes. Consultez-nous avant les grandes décisions. On ne veut pas du pouvoir, on veut du respect. On veut de la compréhension, pas du jugement. Écoutez-nous pour prendre les meilleures décisions dans notre intérêt. On est prêt à participer, à proposer des solutions, à dialoguer. On veut que la parole des jeunes devienne une habitude, pas une exception. Merci de nous avoir écoutés. Changeons les choses ensemble. Parce qu'une société qui écoute ses jeunes, c'est une société qui avance. Eh bien, on a donc une vingtaine de minutes de questions-réponses. Vas-y. Je voudrais juste clôturer la table ronde avant de donner la parole au public et reprendre les messages clés que nous ont apportés les enfants, les jeunes invités et les adolescents et les prendre dans notre petite valise pour y réfléchir et pour agir, améliorer nos pratiques. Pour reprendre leurs mots, prenez le temps de nous écouter et nous comprendre avant de décider. Informez-nous, expliquez-nous et impliquez-nous dans la recherche de solutions justes. Donnez-nous l'opportunité de débattre, de participer dans le respect de la liberté de chacun. Formez les adultes au droit à la parole et à la communication respectueuse. Respectez-nous, considérez-nous et faites-nous confiance. Faites de nous vos partenaires. Et je terminerai par les mots que viennent de nous laisser les adolescents. Une société qui écoute les enfants et les jeunes est une société qui avance. La parole au public. Alors Aurélie va passer le micro. Alors, on est d'accord qu'on peut poser des questions sur tout ce qui s'est passé ce matin. Oui. Voilà, donc on peut poser des questions aux enfants s'ils en sont d'accord, mais on peut aussi et surtout poser des questions sur tout ce qui s'est dit ce matin. Donc je suis à vous, faites-moi signe. Les gens ont faim, ils n'ont plus de questions. C'est vrai ? Des observations, des réactions ? Sinon, on peut... Oui. Isabelle. J'arrive. Une mini-observation. D'abord, bravo pour toutes ces interventions qui sont passionnantes. Je voulais juste rappeler quelque chose que Lorraine nous avait dit au tout début de notre formation par rapport à la pratique au Québec. Et ça fait écho à ce que Madame Hébrard a dit tout à l'heure. Je ne me suis pas présentée, Isabelle Copé-Bessis. Je me souviens, Lorraine, que tu nous avais dit qu'au Québec, avec les avocats, parfois tu parlais et tu leur disais « Comment est-ce que vous vous préparez à vous séparer des enfants ce week-end » Et tu nous disais aussi que certains avocats demandaient à leurs clients comment ils préparaient les enfants à se séparer pour ces vacances et ce week-end. Et cette phrase m'a beaucoup marquée. Je nous souhaite, nous avocats en France, de penser à demander ça à nos clients, parce que je pense que ça les aiderait à apprendre à aimer l'autre, à laisser l'enfant aimer l'autre. En tout cas, ça le libérerait dans sa vie et en tout cas dans sa parole. Et c'est vrai que merci pour toutes ces phrases que tu nous as partagées de ta pratique au Québec et que j'espère qu'on pourra faire nôtre en France aussi dans notre pratique. Alors, je vais vous passer le micro, Madame Hébrard, bien sûr, mais il y avait déjà une question derrière vous auparavant. Pardon. Bonjour, Éléonore Humani du barreau d'Aix-en-Provence. On n'en a pas vraiment parlé ce matin, mais alors déjà, je ne sais pas si c'est indiscret de poser cette question aux enfants, si dans les 6 enfants qui sont là, est-ce qu'il y en a certains qui ont des parents séparés ou divorcés, et comment ils se positionnent sur la résidence alternée. Parce que finalement, on a beaucoup parlé de l'audition de l'enfant, etc. Mais je trouve que moi, c'est vraiment une question qui revient dans beaucoup de dossiers. C'est assez fondamental. J'aurais bien aimé aussi avoir l'opinion de Madame Hébrard là-dessus. Voilà. Des fois, j'ai l'impression, dans certaines décisions de justice,
que certains juges aux affaires familiales, sans vouloir leur jeter la pierre, mais qu'il y a presque des fois un peu une position idéologique là-dessus. Et je pense que finalement, c'est un droit qui est fait pour les parents. Est-ce que les enfants qui sont trimballés comme ça sans arrêt d'une semaine sur l'autre, c'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre l'avis des enfants là-dessus. Qu'est-ce qu'eux en pensent? Parce que c'est quand même les premiers concernés. Alors, c'est eux qu'on je vous remercie, mais on ne va pas pouvoir exposer les enfants dans ce débat. Ils ne sont pas préparés. On n'a pas l'accord de leurs parents en plus. Je ne souhaite pas qu'on leur pose quelques questions, que ce soit sur leur vie. Ils en ont déjà beaucoup dit. Moi, j'ai fait une enquête auprès d'enfants sur la résidence alternée pour les États généraux du droit de la famille il y a quelques années. Et j'ai envie de vous dire, ça dépend, Madame la Marquise. Donc, et moi, ce que je dis à mes clients personnellement, mais ça ne veut pas dire que c'est juste, mais moi, je leur dis, si vous êtes bien avec la solution que vous choisissez, quelle qu'elle soit, vos enfants s'adapteront plus facilement, en proposant évidemment une audition amiable de l'enfant pour s'assurer de la façon dont il vit les choses et de ses besoins dont parlait, je crois que c'était, je ne sais plus, Laurence Rossignol. Voilà. Madame Hébrard, sur la résidence alternée, est-ce que vous avez une jurisprudence? Non, effectivement non, mais par contre, oui, ce que vous disiez, pas d'idéologie, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'audition de l'enfant, elle est extrêmement importante pour vérifier si, pour cet enfant-là, cette résidence alternée, elle est pratiquée dans son intérêt, si elle lui convient. Il y a des enfants... Alors, la résidence alternée, c'est fatigant, hein. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour certains enfants, c'est mieux. Et ils y tiennent parce que ça met chacun des parents à égalité. Voilà. Donc, et pour eux, ils le vivent mieux comme ça. C'est pas l'idéal. Après, c'est à nous d'éduquer les parents et de les mettre en position de faire un choix qui soit vraiment conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est pour ça que parfois la résidence alternée à l'essai, c'est pas mal. Parce que parfois, elle est demandée un peu sur le plan de l'égalité des droits des parents. Mais bon, voilà, on va voir à l'épreuve des faits ce que ça fait. Et puis oui, à nous d'informer sur les besoins de l'enfant. Et de rassurer les parents sur le fait que c'est pas parce qu'ils ont le contact avec l'enfant, les droits de contact, le droit d'éduquer un enfant, ça se fait pas forcément sur une égalité de temps de présence. Voilà. Et à nous de les rassurer aussi là-dessus, parce qu'il y a un peu cette idée, je demande une résidence alternée pour être sûr que ma place soit respectée, mais c'est encore une fois une façon de voir les choses qui est très auto-centrée sur son droit de parent. Voilà, donc il y a là encore effectivement une pédagogie à avoir à l'audience, vous en tant qu'avocat, les besoins de l'enfant, et surtout, et parce que, bon, après je risque d'être un peu longue tout le temps, mais dans le conflit familial, il y a une idée très importante que j'essaie de faire passer aux collègues, c'est qu'il faut savoir que le conflit se nourrit d'abord de peur, surtout quand les parents se séparent, et qu'il faut vraiment s'adresser à cette peur-là, et que donc notre rôle premier, c'est de rassurer sur la place de chacun, rassurer sur le fait que le conflit, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est quand ça dure, mais que normalement, ça va passer, et qu'on est là pour les aider, pour les accompagner. Et vous, en tant qu'avocat, et nous, en tant que juge, accompagner les parents, autant qu'on veut faire se peut, avec, si le législateur veut bien, en nous aidant un petit peu, et les pouvoirs publics. Mais voilà, donc voilà pour la résidence alternée. Oui, surtout que ça peut changer, en fait. C'est-à-dire qu'un enfant peut ne pas vouloir la résidence alternée, puis en grandissant la vouloir. Un enfant peut la vouloir, puis en devenant adolescent trouver ça insupportable. D'où l'intérêt de l'audition amiable qui permet quand même, sans saisir le juge, de vérifier où en est la famille, en fonction aussi du fait que les parents refont leur vie, comme on dit. Étant rappelé que la résidence de l'enfant ne sert pas l'égalité parentale, mais l'intérêt de l'enfant. On a une question au fond, et puis je vois une autre là, et je vous ai vu, madame, au 3e rang. J'arrive après. Oui, je voulais juste dire qu'il y a une excellente étude, donc je n'ai pas de réponse à vous donner, mais il y a une excellente étude qui a été faite en Belgique qui s'appelle « 2 maisons, un chez soi ». Donc c'est une étude de Laura Merla
Si vous allez dans le web, je l'ai trouvée. Elle a fait une étude extraordinaire où elle a interviewé des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire changer de résidence? Ça veut dire changer de règles, changer de la façon dont l'autorité est exercée, les règles de la maison, l'heure du dodo, etc., etc. Et finalement, c'est pas nécessairement deux maisons, un chez soi. Donc, un enfant peut, et c'est extraordinaire. Je vous dis, pour les gens qui s'intéressent à les résidences alternées, vous avez une étude scientifique qui a été faite pour interviewer des enfants pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, Laura Merla. Du coup, bonjour, je me présente. Je suis Zuber Fatima, la vice-présidente d'une association qui se situe à Mayotte. Nous sommes la délégation du coup qui sommes là pour la semaine des États généraux des droits de l'enfant. Et je voulais juste féliciter les enfants déjà. C'était super. Nous, on s'est beaucoup amusés. On a trouvé ça génial. Et une petite remarque, enfin, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais par rapport aux mesures que du coup vous avez prises, on se demande comment est-ce que, on s'est demandé avec mes collègues du coup comment est-ce que on pourrait transmettre ça aux outre-mer, parce que du coup à Mayotte c'est compliqué. Par exemple, c'est une réunion comme ça, comme un colloque comme ça, on n'en voit qu'ici. En métropole, et à Mayotte c'est un peu compliqué. Du coup on se demande est-ce qu'il y a des mesures prises par rapport aux outre-mer ou voilà. Des mesures prises par qui? Enfin, on peut travailler ensemble. voilà ce que. Ah mais oui, travailler ensemble, bah, bien sûr. Nous, on aimerait beaucoup, franchement. On est un colloque international parce que dans les diplômés du diplôme universitaire d'enfants, il y a eu chaque année des diplômés de nationalité étrangère, que Lorraine Fillon, qui est l'une des intervenantes phares, est du Québec. Et donc, venez, rejoignez-nous, adhérez. Merci. Bonjour à tous, Virginie Potier, avocate à Quimper et spécialiste en droit des enfants. Donc merci à tous pour vos interventions. Effectivement, ça nous fait bouger, ça nous fait réfléchir. Merci encore, merci aux enfants qui étaient formidables et je vois très décontractés, pas du tout stressés. Merci à eux. En apparence, peut-être. J'avais une petite demande à faire auprès de Madame Millet, qui nous a parlé d'une BD faite pour préparer l'audition. Est-ce que cette bande dessinée est publique? Comment on peut se la procurer? Sur le site de l'ANAE, d'accord. Parce qu'effectivement, je pense qu'elle intéresse beaucoup et... voilà, on pourrait oui, c'est sur le site en faire un outil de travail. Sinon, vous pouvez nous contacter, je vous la transmettrai avec plaisir. D'accord, merci. Oui. Bonjour, Geneviève Gélène, une des Belges de la promotion Odette du DU. Je voulais en terminer avec la garde alternée pour vous dire qu'en Belgique, la loi, dès qu'un parent en fait la demande que la garde alternée soit examinée en priorité, sauf si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Je pense que les choses risquent, ou en tout cas vont évoluer dans la mesure où un courant très récent, mais quand même très important, parle de l'intérêt de l'enfant, de la parole de l'enfant, de décisions de la Cour d'appel qui disent la parole de l'enfant est un paradigme. Enfin, le changement de paradigme est important. La parole de l'enfant n'est plus un élément parmi d'autres, mais un élément primordial dans la prise de décision du magistrat. Et la grande primauté qui était « il ne faut jamais rompre le lien, quel que soit le contexte, même s'il est violent, mais après tout, s'il y a que des violences psychologiques, c'est pas grave ». Ça, on est vraiment en train de changer les choses. Je pense que ça risque, ou en tout cas, on peut espérer que ça évolue. Je voulais profiter de ce que j'ai le micro pour vous faire part de ce qui pour moi devient un mantra. Et je pense qu'il est au fond dans l'esprit d'Anne-Marion, Blandine, Lorraine, de toutes celles qui
initie tout ce courant pour protéger les enfants, leur donner la parole. C'est la parole d'un pédopsychiatre belge, Jean-Yves Hayet, qui a consacré toute sa vie à la parole des enfants. Et son propos, il y a quelques années, dans un colloque auquel il était invité, où on lui demandait comment peut-on apprécier, estimer la parole du tout petit, notamment dans des contextes de violence et de violence sexuelle, il disait « L'enfant, le petit enfant, est le plus mal aidé des mal aimés ». J'ai eu l'occasion d'en reparler avec lui il y a quelques semaines. Il dit « Je continue à le dire » et je lui disais « Je l'ai répété, je le répète, et je pense que ce mantra nous correspond à tous. » Merci. Vous voulez bien passer le micro à la dame qui est derrière vous, qui avait levé la main? Toi aussi, tu veux parler? Oui, si je peux juste rebondir au propos de Geneviève. Donc, oui, Sylvie Dubost, donc auditeur de la même promo et thérapeute spécialisée en psychotrauma. J'ai eu l'occasion, il y a 15 jours, d'interviewer Agathe Villaume, qui est à l'origine de la clinique du lien en Belgique. Et donc, je rebondis sur tes propos parce qu'en fait, c'est un dispositif extraordinaire sur l'audition de la parole de l'enfant. C'est-à-dire que la question du lien va se travailler pendant 10 mois avec chacun des parents et l'enfant, qui va être entendu donc 10 fois, ainsi que ses parents. Et le lien, en fait, plus que le lien, ce qui est posé, c'est la question du contact. Est-ce que le contact est possible entre l'enfant et le parent? Voilà. Donc juste, je vous invite à découvrir ce dispositif. On est encore ensemble cet après-midi. Une dernière question avant le déjeuner. Une toute dernière Merci. question. Une autre Belge, Rosemarie Demann. Une question pratique. J'ai entendu des enfants dire « J'aurais souhaité revoir mon auditeur, j'aurais souhaité pouvoir lui téléphoner ». Est-ce que ça se réalise chez vous? Dans le podcast des enfants que tu as interviewé, l'un a dit « J'aurais aimé revoir mon auditeur et pouvoir lui téléphoner ». Est-ce que cela se fait? Pourquoi pas? Parce que c'est un nouveau dispositif. Je ne sais pas, moi, si je sais que ça nous arrive, et d'ailleurs, on est d'accord, c'est que l'auditeur peut voir l'enfant plus d'une fois. C'est pas juste une fois, on peut le voir 2 fois. Mais il faut faire attention non plus, là, pour pas devenir le thérapeute de l'enfant. Si l'enfant a vraiment besoin d'aide et d'accompagnement, il faut plutôt orienter vers un thérapeute. Mais est-ce que l'enfant pourrait demander son audition lui-même? Alors, oui. Là, il y a deux problématiques. Donc, juste pour être très brève, et parce que Catherine voudrait ajouter quelque chose, l'auditeur, c'est pas SOS Amitié. Il y a un cadre, il y a une mission, il y a un début, il y a une fin. D'accord? Donc, quand l'auditeur a procédé à l'audition amiable, qu'il y a eu la restitution aux parents, sa mission est terminée. Exactement comme quand un avocat a terminé son dossier. Si l'enfant veut recontacter l'auditeur, il est soumis aux règles de la mission. Donc moi, il m'est arrivé une fois qu'un enfant m'envoie des textos parce qu'il avait exprimé quelque chose, ses parents ne l'avaient pas suivi. Et quelques mois après, il m'a écrit en disant « Je suis extrêmement malheureux, ça ne va pas du tout, etc. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai alerté les avocats des parents et je ne pouvais rien faire de plus en disant le garçon voudrait être à nouveau entendu. Point. Mais je ne peux pas. Après, un auditeur, donc ça sera peut-être un jour un droit de l'enfant. Aujourd'hui, le droit qu'a l'enfant, c'est de consulter un avocat. Si les parents ne sont pas d'accord pour missionner un auditeur, l'enfant doit rechercher un avocat d'enfant. Ok. Merci. Oui, ça me fait rebondir sur ce que je voulais évoquer par rapport à ce qui était dit ce matin, justement l'importance de garder le cadre. On a entendu des interrogations sur le rôle de l'avocat de l'enfant. Je crois qu'il est extrêmement important, en tout cas, que lorsque vous accompagnez les enfants pour une audition, vous soyez très au clair sur votre rôle,
Parce que je le dis, parce que pour vous c'est clair, mais j'ai vu des dérives possibles. Vous accompagnez l'enfant, c'est-à-dire que vous lui donnez une information. Vous ne vous substituez pas au juge pour savoir exactement ce qu'il pense, hein, attention, parce que sinon on prépare une audition et on la répète, mais bon, peu importe, après chacun a ses méthodes, mais vous êtes là pour le sécuriser, l'accompagner dans l'audition et vous assurer qu'il est dans les meilleures conditions pour donner sa parole. Et juste pour terminer, je voudrais juste évoquer, parce qu'attention, justement, un enfant placé dans un conflit, on doit être très prudent. D'où vient sa parole ? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protecteur d'un enfant qui est victime. Mais quand un enfant vous dit « je ne veux plus voir un parent parce qu'il a été violent », il faut être extrêmement prudent quand il y a un contexte de conflit. Donc ne pas tout de suite embrayer justement sur « je vais défendre cet enfant contre le mauvais parent ». Attention, juste pour terminer, c'est une anecdote. J'ai eu un dossier dans lequel l'enfant ne voyait plus sa mère depuis plusieurs mois. Son père l'avait emmené au service de gendarmerie pour porter plainte contre sa mère pour des violences. Quand j'ai vu le dossier, j'ai vu que ces violences n'étaient peut-être pas au niveau de gravité que le père voulait bien le dire. Donc j'ai entendu cet enfant et effectivement j'ai eu un enfant devant moi de 12 ans qui me dit « ma mère est violente avec moi ». Quand il m'évoque les violences, oui, elle l'avait secoué, je crois qu'il s'était pris une claque hein, à un moment donné. Bon, mais de là à ce qui est au coupure totale de lien, ça me semblait assez disproportionné. Mais, et elle ne mérite pas de m'avoir... ils étaient en résidence alternée. Bon, et heureusement, il y avait une avocate d'enfant qui avait vu le problème quand même, hein, qui était très en retrait, et qui, après l'audition, m'a dit, écoutez, il y a la famille d'un côté, les grands-parents d'un côté, les grands-parents de l'autre. Là, cet enfant, il est cerné. Les deux parents sont là. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Et il se trouve que j'ai réfléchi, c'était en période de Noël, j'ai réfléchi, les parents étaient sans les avocats, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai quand même reçu les deux parents. Et je les ai reçus, et ils étaient en face de moi, et j'aurais dit, écoutez, dans ce dossier, il y a un problème, parce que je pense que, bon, oui, il y a eu un problème avec la maman, mais de là à ce qu'il n'y ait aucun lien avec la mère depuis plusieurs mois, pour moi, c'est disproportionné. Je pense que l'enfant est en danger, surtout à cause de ça. Et je pense que si vous ne trouvez pas une solution, je pense que je vais devoir saisir le juge pour enfants. Et en particulier, là, les vacances de Noël arrivent. Si vous ne trouvez pas une solution, pour moi, ça serait normal qu'il ait quand même quelques temps à passer avec sa mère pendant les vacances. Bon. Et là, le père et la mère se regardent et le père dit oui, non mais c'est vrai. Et puis il trouve une solution. Ok, donc et en gros c'était un peu la remise d'une résidence alternée. Bon, l'enfant qui était dehors, je l'ai fait rentrer et il s'est mis entre les deux parents. Et cet enfant qui est très très remonté contre la maman, hein, avec vraiment, on l'aurait donné, on ne pouvait que le croire. Eh bien, placé entre les deux parents. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu tes parents discuter, ils ont trouvé une solution, tu vas revoir ta maman quand même. Cet enfant a sauté de joie. Il a regardé ses deux parents. Alors, oui, c'est vrai, plus de conflit. Il a pris la main de sa maman, la main de son papa, il a assemblé devant lui. Il s'est levé, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il a fait le tour du bureau et il est venu m'embrasser. Donc voilà, j'en ai fini là. Donc ce que je veux dire, c'est beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Voilà. Oui, je sais. Une dernière... Vu que la question m'a été posée, je ne veux pas que vous pensiez que les auditeurs amiables au Québec offrent aux enfants de les recontacter ou que non, mais t'inquiète pas, on n'a pas pensé ça. Donc, on n'a pas pensé ça, Lorraine. T'inquiète pas. Non, on respecte le cadre. Tu as une réponse très prudente selon les préconisations de Stéphanie. Tu as dit, je ne sais pas, pourquoi pas, ça dépend. Donc voilà. Et Catherine ? Moi, pendant les interventions, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je dis toujours, quand je participe au DU, j'ai une vraie interrogation sur le rapport écrit de l'audition de l'enfant. Parce que de mon point de vue, ça fige à un instant des choses qui peuvent être ressassées en permanence après. Ce que dit un enfant, mais c'est vrai aussi sur ce que dit un adulte. Parce que là, on parle de la parole de l'enfant, mais c'est vrai aussi pour les adultes. On dit quelque chose qui est très vrai à ce moment-là. Et l'instant d'après, c'est déjà autre chose. C'est vrai pour les adultes et c'est encore plus vrai pour les enfants. Donc cette parole, une fois qu'elle est recueillie,
j'aimerais vraiment qu'on garde à l'esprit que c'est une vérité de ce moment-là, dans ce contexte-là, et que peut-être après-demain, ou quelques minutes plus tard, comme vous venez de le dire, ça peut être tout différent. Donc, ayons ça tout le temps à l'esprit. Pour moi, c'est vraiment très important. Merci. Bien. Je vais reboucler la boucle pour dire que je crois que nous aussi, les adultes, il nous arrive de changer d'avis. Je ne voudrais pas qu'on parte du principe que la parole de l'enfant est variable, que finalement, un jour, il dit ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde change d'avis. Les enfants ont le droit de changer d'avis comme les autres. Sur le compte-rendu écrit, nous recevons cet après-midi à la table ronde sur la protection de l'enfance le président Laurent Gebler qui avait écrit un article pour critiquer justement la réforme qui avait rendu obligatoire le compte-rendu écrit des auditions devant le juge aux affaires familiales. Donc, le compte-rendu écrit qui nous paraît évident ne va pas de soi. Et maintenant, écoutez, je vous invite tous à déjeuner au 3e étage. Il faut repasser par le rez-de-chaussée. Et finalement, on a mis un peu de sel.